la note à la première COP 2023 et nous allons aujourd'hui nous poser une question et essayer d'y répondre à travers les trois séances. Eh bien, comment l'évaluation continue avec des outils numériques implique-t-elle davantage l'apprenant dans son parcours d'apprentissage? Est-ce que notre Rudy national peut-il lancer le partage d'écran? Bien. Petit souci technique. Est-ce que est-ce qu'il n'y a que moi qui vois un écran noir? Oui. Oui, moi aussi, je le vois. Oui. Oui. Ouais. Je me suis dit, merde, j'ai encore fait une connerie. On voit le PowerPoint à l'écran, ça marche. Ouais, Bien. ça, le Nous allons commencer. Donc, je vais vous présenter. Je suis désolée, j'ai un problème. Je ne vois pas le partage d'écran. tu veux que je reprenne en attendant que tu le partages? Rudy Est-ce peut que arrêter vous le partage et le m'entendez refaire. tous? Parfois, c'est ce qui se passe. Si jamais Rudy, tu peux arrêter le partage et le relancer. Roulement de tambour. Ne partez pas, hein. Promis, on a une super COP qui vous attend. Bien, est-ce que Pauline, tu peux reprendre la main le temps que je règle mon problème technique, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, donc la question qui a Je ne vois guidé toujours pas le partage d'écran, désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. ça va aller. Donc la question qui a guidé Pauline, tu peux commencer la présentation, s'il te plaît? Mais tu m'entends quand je parle ou pas? Sonia, Pauline a commencé sa présentation. Donc, je vais reprendre. La question qui a guidé notre COP, c'est comment l'évaluation continue avec des outils numériques implique-t-elle davantage l'apprenant dans son parcours d'apprentissage? Avant toute chose, on va vous présenter les différents intervenants qui ont conçu le document. Donc, Rudy, tu peux passer les slides jusqu'à la numéro 5. Découvrons ensemble l'équipe de choc de la COP 2. Donc, tout d'abord, il y a Eric et Stéphanie. Vous pouvez, si vous voulez, faire signe pour que les gens puissent voir. C'est nous. Alors, il y a Sonia qui, on attend voir si elle va voir le PowerPoint. Et puis moi, donc si vous voulez, vous pouvez m'interpeller en m'appelant Paulia parce que je sais qu'il y a Pauline du Numefa. Il y a souvent disons, des confusions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à me la poser. Alors, Rudy et Barbara. Donc Rudy, vous le connaissez. Et Barbara, si tu veux intervenir. Si tu veux, pas de problème. Donc, on peut expliquer aussi, donc en fait, on a créé les Bitmoji à l'image de chaque personne. Donc, on va vous mettre, le lien, du site, si jamais ça vous intéresse de créer, ces petits personnages. Et Rudy va se charger, lui, normalement, de tout ce qui est, technique. Aujourd'hui, présentation. Et donc, voilà, moi, je vais essayer de m'occuper et de récupérer toutes les personnes qui doivent venir. Voilà. Super. Et alors, donc on peut passer à Cécilia et Flore qui sont nos éclaireuses. Si vous voulez, vous pouvez intervenir ou bien lever la main sur GatherTown pour montrer où vous êtes. Nickel. On est là. Valériane qui va prendre note de tout ce qui va être dit ici pour nous faire un petit compte rendu. Bonjour. Alors, nos super coachs Cassie et Céline.
qui en a certainement beaucoup qui connaissent déjà. Coach que de nom pour cette fois-ci, désolée d'ailleurs. Mais il y a pas de stress, vraiment. Mais dans tous les cas, vraiment c'était une super expérience pour tout le monde, je pense. Mais ah oui, il y a aussi nos super tutrices, Camélia et Catherine, qui, se sont pas du tout concertées pour les images. Pas du tout. Bonsoir. Rebonsoir, je suis revenue. J'espère que vous m'entendez. Je vous entends, je vois tout. Désolée, c'était un mauvais départ. Et est-ce que tu vois maintenant le PowerPoint? Oui, oui, je vois tout, je vous entends et je vois. Super. Beh, alors si tu veux, je vais finir la présentation Oui. des intervenants et après si tu veux reprendre le flambeau, aucun souci. Et alors, nos experts, encore un tout grand merci d'avoir accepté de participer à notre toute première COP. Si vous voulez, on peut vous donner, la parole pour que vous puissiez vous présenter, en quelques mots. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer peut-être, Ludovic? Bonsoir à tous. Alors, je suis Ludovic Miser. Dans une vie antérieure, j'ai croisé pas mal Madame Constant autour d'une table pour parler notamment enseignement et échanger. Et actuellement, je suis responsable du centre de développement technopédagogique qui est en fait la cellule d'appui pédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Et je suis ingénieur pédagogique multimédia de formation. Super, merci Ludovic. Et alors, je ne sais pas si Madame Constant nous entend. Non, je ne sais pas, peut-être dans le chat, si vous nous entendez, nous faire signe, comme ça on sait. Je crois que son micro est toujours désactivé. Oui? Oui, elle nous entend bien, Pauline. Ok, nickel. Il y a un souci de micro, alors si je comprends bien. Oui, apparemment, oui, parce que ici, je vois que Madame Constant a son micro qui est bien activé, que je vois ses lèvres parler, mais on ne l'entend pas, donc peut-être... Ok, j'ai pas accès à toutes les caméras, donc très bien. Je transmets, Pauline. super, merci. Tiens, c'est bizarre. Comment peut-on faire ça? Peut-être pendant qu'on essaye de trouver un moyen de faire intervenir Madame Constant, on va vous proposer donc de parcourir les slides qui suivent et pendant ce temps-là, pendant que vous réalisez l'exercice, on va essayer de voir avec elle un moyen de résoudre le problème. Donc il faut juste que, voilà, ce sont des petites règles qui sont répétées pour être sûr que tout est clair pour tout le monde. Sachez que voilà, c'est filmé, donc si à un moment vous ne voulez pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à couper votre caméra si ce n'est pas requis. Et disons quand Sonia va reprendre le flambeau de la présentation, je vais m'occuper du chat, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez. Je relayerai l'information. Et si vous voulez intervenir oralement, vous pouvez cliquer sur la petite main qui se trouve tout en bas à gauche avec les autres fonctionnalités de Gathertown. Ok, super. Alors, Rudy? Sonia, est-ce que tu veux reprendre la suite? Je veux bien reprendre si tout le monde m'entend. Avant juste de commencer, de voir un peu quelle est votre présentation des évaluations, etc., on va juste vous poser le cadre en quelques mots. Donc, aujourd'hui, si on a voulu parler un peu de l'évaluation, c'est parce que ça concerne pas mal de monde. Ici, il y a beaucoup de gens, évidemment, de l'enseignement. Et avec les nouvelles réformes du pacte d'excellence, etc., bon, pas vraiment d'évaluation continue. Mais nous, on voulait vraiment savoir finalement comment informer et outiller au mieux les enseignants pour savoir rendre cette évaluation au service des apprentissages, savoir aussi un peu sous quelle forme on peut proposer ces évaluations. Non, on t'entend pas, mais alors, tire tes écouteurs. Eric? Oui, mais alors, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas tes écouteurs. Eric, on t'entend. Et donc, je disais savoir un peu sous quelle forme, avec quels outils.
et surtout important, comment pouvoir impliquer aussi les élèves, les apprenants dans leur évaluation pour essayer de susciter aussi leur motivation et essayer aussi de pouvoir mettre en avant les fameuses marges de progression. Et donc au sein de la COP, ici, on se dit que ça concerne à la fois les enseignants, mais ça peut aussi concerner les parents qui eux aussi vont être confrontés finalement à un changement de type d'évaluation auprès de leurs enfants et donc ça les impacte aussi. C'est important qu'ils aient aussi connaissance de ça. Et on se disait que ça pouvait aussi concerner d'autres domaines, notamment le monde hospitalier, l'évaluation du personnel, etc. C'est toujours intéressant quand même d'avoir différentes approches et de nouveaux outils pour les évaluations. Voilà un peu pour le cadre. Je te rends la parole. Merci Stéphanie. Donc là, ici, on va vous demander un petit peu comment vous vous positionnez, quel personnage représente le mieux votre ressenti face aux évaluations numériques. Donc Pauline, alias Polia, a mis dans le chat l'accès pour avoir accès aux documents et pouvoir placer votre punaise au numéro qui vous correspond. Donc voilà, vous avez quelques minutes pour le faire. Et ça se trouve à la slide 15. Merci Cassie. Il y a quelqu'un qui va exploser. Ah ouais, super, donc on voit déjà pas mal de punaises qui se sont placées. On voyait les punaises, nous ne les voyons plus. Alors, est-ce que quelqu'un, pendant que Rudy nous repartage l'écran correctement, est-ce que quelqu'un a envie de partager un petit peu son ressenti, justement, pourquoi il a placé sa punaise à cet endroit? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir et nous dire, bah, tiens, moi, je me sens comme ça, et expliquer un petit peu son ressenti face justement à ces évaluations numériques? Ne soyez pas timide. Peut-être quelqu'un qui se sent moins à l'aise avec l'évaluation, par exemple, ou bien, attendez, je reprends. Le numéro 7, par exemple, est-ce que vous voulez partager un petit peu votre expérience avec le numérique et expliquer pourquoi est-ce que justement vous vous sentez moins à l'aise? Allez, je me lance parce que j'ai l'impression qu'il y a des timides dans la salle et qu'on va passer la nuit, c'est nous. Donc c'est Céline, hein, pour ceux qui n'auraient pas tilté, coach ambiance apparemment. Donc voilà, je vais me positionner comme ça. Moi, je me suis mise en 7. Alors, pas par rapport aux outils nécessairement numériques, parce que a priori, je les gère assez, a priori. Mais parce que comme je ne gère pas une classe au quotidien, parce que moi, je viens dans les écoles plic-ploc,
j'ai ce côté, je ne sais pas comment évaluer à quel moment, parce qu'on perd du temps, même avec les outils numériques, en fait. Voilà. Et donc, il y a ce côté un petit peu frustrant de se dire, de temps en temps, on a envie d'évaluer l'activité ou les acquis que les élèves ont eus pour au moins savoir un petit peu ce qu'il en est de notre côté, si on a bien fait notre taf, en fait. Mais je sais, j'y arrive pas. Ou en tout cas, j'ai un peu de mal à voir comment le faire. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur ce qu'elle a dit pour intervenir? C'est justement quelqu'un qui, au contraire, se sent très à l'aise et se dit moi, j'utilise ça assez instinctivement et je ne rencontre aucune difficulté. Un 20 ou un 21 peut-être, ou même un 19? Un 19, un 10 aussi. Ouais. Le 20, c'est moi, Laurent. Mhm. Mais en fait, j'ai longuement hésité entre un 2 et un 20. Et au final, je me suis mis en 20 en tant que responsable d'assos, où chez nous, en fait, c'est une obligation. C'est une discussion j'ai déjà tenue avec la COP précédente, où on est obligé, en fait, pour les gens qui travaillent avec nous, que ce soit les stagiaires ou les employés, de les évaluer parce que sinon, s'ils ne savent pas utiliser l'outil numérique, c'est juste impossible. Mhm. Ok, très, merci beaucoup. Et on voit pas mal de gens qui ont placé des punaises au 12. Donc peut-être quelqu'un a peut-être envie d'intervenir au niveau du 12 aussi. On voit que ce sont deux personnes qui se soutiennent, donc peut-être donner une petite explication. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer peut-être à la suite alors. Mais merci pour les personnes qui sont intervenues. Moi, je vais bien éventuellement m'exprimer pour le 2. Je sais pas si... Mais très Ah oui, rapidement. pardon, moi je voyais... Pas de souci, pas de souci. Mais en fait, là, j'avais mis le petit bonhomme le 2 parce qu'en fait, c'est plutôt une attente que j'ai des outils des évaluations numériques qui serait plutôt voilà, peut-être une autre manière d'envisager l'évaluation et qui permettrait peut-être plus facilement de donner un coup de pouce aux élèves, d'où l'idée de marchepied par rapport à l'évaluation. Donc voilà, c'est plutôt une attente que j'ai peut-être d'une autre manière d'évaluer par le numérique, simplement par papier, le bic rouge habituel, quoi. Donc voilà. Et si pas, moi, je veux bien aussi intervenir. Si, voilà. Okay. Donc, j'étais en mode interdiction de micro. Les enfants étaient encore dans le coin. Maintenant, ils sont partis. Donc, c'est bon, c'est plus l'accueil ici. L'explosion, c'était chez moi. Du coup, moi, j'ai mis le numéro 6. Et en fait, j'ai mis le numéro 6 parce que de par mon poste, je dois être prête à aider. Mais en même temps, je suis pas en haut de l'arc parce que je me sens pas non plus à 100% à l'aise. Parce que je pense que la question de l'évaluation, ça reste une question très complexe et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la solution optimale. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une question qui reste et qui revient même souvent sur la table dans le milieu enseignant. Voilà. J'ai dit. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ok, nous allons passer à la suite. Alors, voilà. Alors ici, on va vous proposer un petit Padlet. Et donc, on va vous demander vos meilleures ou vos pires expériences face à l'évaluation. Ça peut être son ressenti, ses expériences en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'apprenant. Donc, je vous invite à vous connecter sur le Padlet et à le compléter. Je vois que Babou a partagé sur le chat le lien pour le Padlet. Je me permets une petite incursion pour rappeler à tout le monde de bien faire attention au micro, de bien couper son micro quand il y en a besoin, enfin quand
qu'on est occupé à autre chose, ce serait dommage de vous entendre aller faire caca. Voilà. Merci Céline. Donc voilà, dans le Padlet, on vous dit, peux-tu nous parler d'une de tes pires expériences vécues en tant qu'enseignant? Le pire des bites, par exemple. Peux-tu nous parler d'une de tes meilleures expériences vécues en tant qu'enseignant? Et on peut parler aussi de ces expériences en tant qu'apprenant. Voilà, vous avez quelques minutes pour le compléter. Merci. Je vois que ça se remplit petit à petit. Je vois déjà pas mal de choses super intéressantes. On voit que le portfolio, on parle du portfolio, de ce sacré portfolio, cool. Vous pouvez également liker les réponses des copains. Ça peut être cool pour pas avoir des répétitions dans ce que vous mettez. Alors, il vous reste encore quelques secondes pour terminer. Et après, on pourra commenter un petit peu ensemble, ceux qui ont envie d'exprimer un petit peu leurs bonnes ou mauvaises expériences, expliquer un petit peu comment ils l'ont vécu. Je profite de ces petites secondes. Je fais toujours du bruit avec le micro. Ok, bon, ben je me coupe alors. Bien, alors on va commencer. Qui a envie de parler un petit peu de ses expériences au niveau des évaluations? Peut-être quelqu'un qui a envie d'exprimer un petit peu sa pire expérience vécue en tant qu'enseignant et pourquoi? Bien, je vois évaluer les productions d'écrits au CEB. Je compatis, j'ai corrigé les productions d'écrits du CEB. Je peux comprendre que c'est pas super cool. Donc voilà, je vois entendre les enfants dire qu'ils vont se faire punir alors qu'ils ont des bons points. Sur table, une classe de français 4 ou la section coiffure. Ok. Donc, je ne sais pas qui a envie d'intervenir. Je vois dans les pires expériences vécues en tant qu'apprenant,
pas la pire, mais la plus what the fuck, un prof qui avait mis sa chaise sur le bureau et qui surveillait lunettes de soleil sous le nez à 2 mètres de hauteur en mode tour de contrôle. Waouh! Moi, je vais bien intervenir par rapport au CE1D, parce qu'il y a eu pas mal de remarques. Donc, j'ai notamment noté que l'une des pires expériences, c'est tout l'encodage. Tous ces petits points qu'il faut faire pour chacune des questions. Et en fait, à la fois, c'est horrible, mais je trouve ça hyper enrichissant quand on obtient les résultats. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal dans la pire expérience, c'est qu'on a passé parfois par cette étape-là qui était un peu chronophage, avec 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, pour tous les élèves, parfois les 80 questions. Mais par contre, c'est que le résultat, il est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment bien là où, entre guillemets, les élèves ont échoué, là où les élèves. Donc, c'est vraiment une évaluation qui est assez individuelle et alors à la fois aussi au sein de la classe, voir un petit peu où est-ce que nous, on a, entre guillemets, bugué entre profs et ce qu'on pourra améliorer pour l'année qui suit. Donc voilà, je l'ai mis comme pire, mais à la fois pire mais nécessaire. Voilà. Je vois qu'il y a une malheureuse personne qui a eu un échec le jour de son anniv. Je ne sais pas s'il a envie d'en parler un petit peu. C'est encore moi. C'est encore elle. Mais c'est pas grave, c'est avec plaisir. Alors en plus de ça, il faut savoir que j'ai la bonne casquette du super bon élève et donc que je n'ai jamais eu d'échec de ma vie à part celui-là en termes d'examen. Et donc c'était le jour de mon anniv en réto. Je suis née le 18 juin, donc il faut savoir que les examens pendant la session, l'anniversaire pardon pendant la session, voilà. Et cette fois-là, ben la veille un peu fatiguée parce que c'était le dernier examen. Ben, j'ai laissé tomber le dernier chapitre et il y en avait un où il fallait lire en fait. Le prof n'avait pas su terminer, donc il fallait lire le chapitre dans le bouquin. Et je suis tombée sur ces 2 questions-là, en sachant que la première, c'était sur le livre. Et donc j'avais lu, je connaissais le chapitre, donc j'ai tout expliqué. Et la prof m'a écouté très attentivement et puis elle a conclu en disant, eh bien bravo, je vois que tu as lu, je suis très contente, je vois que tu as retenu, mais tu n'as rien compris, c'était tout à fait l'inverse. Donc, elle m'a dit, écoute, je vois que tu as quand même travaillé, donc si tu veux, on va prendre une deuxième question. Donc, on a pris la deuxième question. Et la deuxième question, c'était, comme je l'ai noté, le fameux dernier chapitre de l'année, où on l'a vu, je pense, sur 1 heure de temps, parce qu'elle n'avait pas le temps non plus, donc pas de bol. Et je me suis dit, 1 heure, c'est bon, elle ne va pas faire 1000 questions là-dessus. J'ai préféré mettre l'énergie sur les chapitres précédents. Et donc, je n'ai pas été interrogée du tout. Sur tous les chapitres que je connaissais par cœur. Il faut savoir que ma moyenne de l'année était excellente. Donc, j'étais dans du 80-90% pour le cours. Mais voilà, l'examen était en échec et vu la pondération, mon année était en échec pour le cours de physique. Voilà ma petite anecdote. Merci pour ton anecdote. On va peut-être passer à des choses un petit peu positives. Et je vois que dans le Padlet, il y a quand même plusieurs personnes qui ont liké l'exposition ADA qui finalisait le prototype NUMEFA, mais aussi l'évaluation par les pairs, les élèves s'entraident pour corriger. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de likes et pas mal de réactions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut un petit peu réagir face à ces bonnes expériences, parce que c'est chouette aussi de parler du positif. Alicia, je vois que tu avais mis chouette moment pour l'exposition ADA. Tu peux peut-être. Je sentais que tu allais m'appeler, Sonia. Je le sentais. Merci, Alicia. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde m'écoutait, tout le monde me regardait, donc c'était le meilleur moment de ma vie. Non, je rigole. Non, voilà, un moment parce qu'une consécration, le côté aussi interactif, malgré tout, où on a le côté, voilà, les slides, les moments, enfin, moi, on pouvait manger à mon stand. Donc voilà, tous ces sens qui étaient mis en action. Et puis voilà, enfin, un beau souvenir, un beau souvenir. Merci, Alicia. Est-ce que quelqu'un veut réagir encore par rapport à l'évaluation du projet, enfin de la, pardon, je perds mes mots. Donc, par rapport à l'évaluation du NUMEFA, le portfolio, la finalisation de son projet, est-ce que quelqu'un a encore envie de réagir par rapport à ça?
ou parler d'une autre expérience qu'il a vécue en tant qu'enseignant ou en tant qu'apprenant, une expérience positive? Ne Alors soyez pas timide. pour revenir à cette expo Adam, moi j'y étais du coup en tant que visiteuse et j'ai vraiment adoré parce que même si c'était le prototype la première année, donc voilà, avec tout ce qui pourrait paraître foireux, ben en fait moi j'ai rien vu de foireux dans leur projet, mais aussi dans l'orga. Putain, l'orga, elle était terrible. Il y avait juste la pluie qui m'a un peu embêtée, mais ça c'était ouais, bon, franchement, les gars, vous aurez pu essayer de faire ça un jour où il pleuvait pas. Mais à part ça, globalement, enfin, moi, j'ai kiffé et voir où ça en était, enfin, où les projets étaient aboutis, etc. Et, euh, et discuter. Enfin, alors, oui, je connaissais une partie des gens, mais même au-delà de ça, ça a permis de découvrir leur métier, parce que je ne les connais pas nécessairement dans leur métier. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et même si c'était à l'autre bout du monde, parce que oui, c'est l'autre bout du monde, c'était vraiment très intéressant et je ne regrette absolument pas. Merci Céline. Je vois qu'on a parlé pas mal d'auto-évaluation aussi dans les meilleures expériences. Et je pense qu'on pourrait terminer avec ça. Si quelqu'un a envie d'intervenir au niveau des auto-évaluations, je vois il y a au moins 2 personnes qui ont parlé d'auto-évaluation dans leur meilleure expérience en tant qu'apprenant. Je trouve que c'est super intéressant aussi de le relever et de donner peut-être une explication. Bien, nous avons beaucoup de timides aujourd'hui. Ok, alors on va passer à la suite alors, hein. Rudy, voilà. Donc là maintenant, on va faire un zoom vraiment. Là, on a parlé de l'évaluation, euh, on a parlé de l'évaluation en général, et là, on va vraiment maintenant faire un zoom sur l'évaluation continue. Et on va vous demander encore votre ressenti. On va vous demander de mettre un mot-clé qui vient à l'esprit quand on pense à évaluation continue. Donc, vous allez avoir un WooClap, donc c'est pour un nuage de mots. Je pense qu'à la slide suivante, vous avez Tu peux mettre la slide suivante si tu veux, Rudy. Voilà. Donc, vous avez le QR code ou vous savez bien, je pense que tout le monde sait comment ça marche WooClap. Donc, et je vous demande bien un mot-clé ou des mots-clés, vous pouvez en mettre plusieurs, qui vous viennent à l'esprit quand on pense à évaluation continue. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Merci. Pour ça, il faut que tu lances le WooClap. Oui. Appuie sur la flèche, Rudy. La petite flèche, ouais. Ou l'autre. Ouais, là. Je profite aussi de ce petit moment J'ai l'air biaise, hein, mais c'est bien ça que... Ah oui, voilà. pour demander, est-ce que par hasard, Michel pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Depuis le début de la COP, on entend un bruit de fond. Je pense que ça vient de chez vous. Chez moi? Michel Le? Oui. Non, il est fermé. Je viens de le le rouvrir. Ok, Ouais, parce alors, que c'est un casque de gamer et quand je resserre, ça ferme et en plus, il n'y a pas de bruit autour de chez moi. Je vais ok. essayer. Hein. D'accord, merci. Mais juste peut-être cliquer quand même sur le micro pour le couper, Michel, parce que nous, on est sûr que ça vient de là. Donc, Ok, je fais. C'est la première fois que ça m'arrive.
Alors, on voit déjà des mots qui se mettent en évidence, évolution, progression, feedback, progrès. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que finalement, la vision de l'évaluation, c'est une vision positive. Exactement. L'évaluation sanction, mais c'est vraiment ici les mots-clés. Évolution, progrès, compétence. C'est plutôt positif pour les apprenants. L'évaluation va en avant. Ah, on a évaluation formative aussi. Travail journalier, je trouve ça chouette aussi, chacun son rythme. Voilà, on peut penser aussi à la différenciation, je pense. Donc, mais vraiment, celui qui ressort, c'est évolution, progression, progrès, suivi, feedback, apprentissage. Ben, je pense qu'on peut terminer le WooClap. Donc, on voit vraiment, comme je l'ai dit, évolution, compétence, progression, progrès, suivi, feedback. C'est super chouette parce que j'ai l'impression qu'on a plein de choses positives. Positionnement, apprendre, quels outils. Après, on a des interrogations. Ben oui, quels outils on peut utiliser justement pour évaluer avec le numérique. Évaluation sommative, Eric avait dit qu'il y avait des formatives. Là, on voit aussi évaluation sommative. On voit qu'on a des interrogations aussi. Quelle définition, quels outils? Je vois qu'on parle aussi de stress permanent. Est-ce que vraiment l'évaluation continue peut souligner un stress au niveau des apprenants? Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir face à l'évaluation continue? Ou on peut. En tout cas, ici, je pense que c'est quand même plutôt positif. Là, vous êtes quand même, de manière générale, dans le bon, j'ai envie de dire. Et ça va être intéressant maintenant de laisser place à nos experts pour voir si nos représentations correspondent un peu à ce qu'on attend de nous. Donc, je pense qu'on peut maintenant passer la parole aux experts. Voilà. Donc, nous allons passer la parole aux experts et nous allons commencer avec Madame Fanny Constant. Est-ce qu'on a résolu le problème du micro pour Fanny? Normalement, c'était résolu. Normalement, c'était résolu. Apparemment. Les aléas du direct. Ouais. Eric, tu sais peut-être. On peut peut-être alors. Je résous. Oui, oui, oui. Sinon, on peut Ah, mais peut-être. voilà, Madame Constant dit qu'elle va vite changer d'ordinateur, donc voilà. Ok. Et alors, on va passer à Monsieur Ludovic Misor. Non, mais on va attendre juste. Mais peut-être qu'en attendant que Madame Constant se rebranche, si jamais vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être mis, noté, tout ce qui vient d'être échangé par rapport aux évaluations, et si vous avez des questions à poser peut-être déjà aux experts, n'hésitez pas à noter tout ça dans le chat, et comme ça, nos experts pourront revenir là-dessus après leur intervention. Ah oui, effectivement, Cassie le fait remarquer dans le Padlet, il y a une question, c'est quoi le portfolio? Et donc, ce serait pas mal justement de revenir sur ce point. Peut-être que Pauline pourrait nous expliquer un peu au niveau du portfolio. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Est-ce que vous... Ah, magnifique. Bonjour Fanny. Je suis vraiment désolée, donc je suis avec deux ordinateurs et visiblement il y en a un qui m'a lâché au niveau du son. Je suis vraiment désolée. Moi je vous entendais parfaitement, mais visiblement c'était pas réciproque. Voilà. Voilà.
suis à votre Bon, disposition. Hein. Je ne sais merci. pas ce qu'on entrefaites. Voilà, peut-être quelques mots pour vous présenter. Comme tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de vous entendre Ah oui, c'est juste. pour faire connaissance avec vous. Si vous voulez commencer par une petite courte présentation et après, on lancera, vous nous expliquerez un petit peu. Bien, j'ai vu que vous aviez proposé des slides et tout. Donc voilà, merci. Je vous laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Voilà, donc mon nom est Fanny Constant, je suis agrégée en économie de base en fait, et depuis toujours passionnée d'enseignement. Donc j'ai personnellement très peu enseigné, je me suis vite attachée à l'évaluation du système éducatif. Moi, c'est vraiment le niveau qui me botte le plus, et tout ça évidemment avec comme valeur au centre le développement de l'enfant. Voilà, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 25 ans maintenant. Et je dois dire que, l'un d'entre vous l'a signalé tout à l'heure, je me suis promenée un petit peu dans tout ce système, dans différentes missions. Et au jour d'aujourd'hui, je suis conseillère en politique d'enseignement. Voilà. Et donc, quand on m'a contactée pour voir si cela m'intéressait, de venir un peu discuter avec cette COP d'évaluation formative, j'ai tout de suite accepté parce que c'est un sujet qui est fondamental, d'une part au niveau de l'évaluation, mais surtout au niveau de l'évaluation formative. Et je sais que les travaux du NUMEFA sont extrêmement professionnels. Et donc, je voulais aussi venir voir un petit peu comment vous vous portiez toutes et tous par rapport à cette question complexe qu'est l'évaluation. Voilà. Je commence tout de suite la présentation ou vous voulez Oui, ajouter quelque s'il y a chose? Voilà, vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le Padlet ou si vous avez une réaction par rapport à ce que les gens avaient partagé comme expérience face à l'évaluation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avait interpellé? Oui, Voilà. oui. Il y a plusieurs choses qui m'ont Merci. interpellée, qui ne Merci. m'ont pas étonnée. Tout d'abord, j'ai trouvé dans le premier exercice que vous avez tous réalisé qu'il y avait quand même très peu de personnes qui étaient extrêmement à l'aise avec l'évaluation. Ce qui est tout à fait normal, entre nous soit dit. Et cela, c'est dû à son propre rapport à l'évaluation soi-même. Donc, quelles ont été les expériences personnelles qui ont façonné la personne que nous sommes, mais aussi le professionnel que nous sommes. Et parfois, les enseignants sont les plus mal à l'aise avec l'évaluation, en fait, dans la société, dans les différents secteurs professionnels. Et donc ici, l'exercice révélait à nouveau ce fait. Alors, on a vu aussi dans le deuxième exercice qu'il y avait quelques personnes pour lesquelles l'évaluation dans leur parcours, ça a été carrément de l'ingénierie. Et donc, c'est parfois le cas chez certains élèves ou chez certains profils où l'idée, c'est de réussir un examen à tout prix. Et donc, on développe une ingénierie pour réussir l'examen. J'en parlerai tout à l'heure de ça. Il y a une différence entre réussir un examen et réussir sa vie. Donc, on a deux niveaux là qui sont totalement différents. J'ai vraiment aussi apprécié de voir figurer dans l'exercice que vous nous rappelez là, la mention de l'auto-évaluation. C'est vraiment quelque chose de très important qui aujourd'hui est encore assez anecdotique dans le système éducatif, mais qui est vraiment une voie, je vais dire, d'avenir par rapport au dialogue entre l'enseignant et l'élève. Et donc, l'évaluation peut être aussi un véritable dialogue, une véritable relation. Et donc, l'élève doit être acteur de cela. Et évidemment, au travers de l'auto-évaluation, c'est évidemment très important. Et dans le nuage de mots relatifs à la formation continue, j'ai relevé comme vous quand même énormément de concepts et de mots positifs qui font la part belle aussi à l'émancipation de l'élève ou de l'apprenant, hein, puisque ici on n'a pas que des enseignants, je pense. Voilà, de manière générale, on sent que c'est constitutif d'un chemin. Il y a un mot que j'ai pas eu le temps de mettre parce que vous aviez coupé le processus, c'était cheminement. Moi personnellement, donc voilà, donc je suis
ravie de voir que cette évaluation continue à un bon écho. Et j'ai bien entendu aussi, oui, c'est très bien, mais avec quel type de support et quel type d'outils? C'est une vraie question. Voilà. Merci pour cette pour l'intervention par rapport à ce qui a été fait. Et donc, bien maintenant, je vous laisse la place pour nous faire découvrir bien vos slides. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mais voilà, j'ai nommé cette petite intervention qui se veut évidemment sans prétention parce que je vous dis, moi, je ne suis pas au contact direct des élèves et des apprenants. Mais bon, j'ai une expérience dans les évaluations puisque j'ai développé en fait le décret sur les évaluations externes des élèves, que ce soit les évaluations externes non certificatives, mais aussi par la suite le CEP, le TES, enfin tous ces examens certificatifs communs à tous les élèves. Et donc, j'ai effectivement une réflexion relativement abouti, on va dire, sur ce qu'est l'évaluation dans les systèmes éducatifs. Donc, évaluer. Donc, tout d'abord, ça pose la question de quoi évaluer, donc qu'est-ce qu'on évalue et surtout pourquoi. Alors, l'évaluation, à la base, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, c'est un véritable besoin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on est à l'aise avec ceci ou avec ce, est-ce qu'on est ou pas à l'aise avec l'évaluation? Ça vient énormément de cela. C'est un véritable besoin que nous avons. Donc, tout d'abord de situer les choses ou de se situer. Donc voilà. Donc c'est vraiment un concept que l'on a tous en soi pour avancer dans la vie et pour se situer et situer ses acquis. Alors sur le plan évidemment de l'enseignement, c'est un véritable acte pédagogique. La pédagogie, on pense toujours que c'est enseigner, apprendre aux élèves, etc. Eh bien, l'acte d'évaluer est un acte pédagogique en soi, puisqu'il consiste à mesurer le niveau d'apprentissage de ces élèves ou des apprenants sur base d'objectifs à atteindre. Alors, dans l'enseignement, c'est effectivement, je l'ai mis là parce que j'insiste souvent là-dessus, c'est sans doute l'acte pédagogique le plus complexe du métier, si ce n'est évidemment tous les aspects d'aide, de remédiation et d'essayer de comprendre ce qui empêche réellement un élève de passer au-delà d'un obstacle et d'un contenu qui est assez compliqué à comprendre pour lui. Donc, c'est important de parler de l'évaluation parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi pour les élèves et les apprenants, mais ça ne va pas non plus de soi pour les enseignants. Voilà, je n'ai pas la maîtrise du PowerPoint, donc ce n'est pas moi qui vais faire défiler les slides. Merci. Alors, je disais le quoi évaluer. Donc, ici, dans l'enseignement et dans tout ce qui est formation au sens large, eh bien, qu'est-ce que l'enseignant ou qu'est-ce que le formateur va pouvoir évaluer? Ben, c'est le degré de maîtrise, de savoir, de compétences. Voilà, donc je veux dire, on va s'en tenir à ça de manière théorique. Alors, ce qu'il est important, évidemment, de réfléchir avant d'évaluer, c'est bien entendu le périmètre. Sur quoi porte l'évaluation? Alors, ça peut être une tâche, ça peut être une leçon, donc vraiment quelque chose d'un petit peu plus large, ça peut être toute une partie de programme d'études, et ça peut être aussi la volonté de mesurer, d'évaluer le niveau des études. Alors, évaluer, c'est bien, mais pour évaluer de manière efficace, il faut évaluer quelque chose de précis. Donc, c'est-à-dire de se situer par rapport à un objectif qui est idéalement le plus précis possible. Alors, ces objectifs, pareillement, ils peuvent être pluriels. Donc, tout d'abord, ça peut être des objectifs fixés par l'enseignant lui-même, donc sur base d'une matière, sur base d'une leçon, d'une séquence. Et c'est en ça que l'enseignant a une maîtrise qui est très intéressante, c'est que c'est lui qui fait cheminer l'élève, et donc c'est lui qui peut baliser le cheminement de l'élève grâce à l'évaluation formative notamment. D'autres objets d'évaluation, mais ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les programmes d'études.
Et ce que l'on peut aussi chercher à évaluer, c'est le fait que les élèves maîtrisent ou pas, dans l'enseignement par exemple, les référentiels de compétences. Et donc ici, dans le résumé que j'ai fait sur le slide, j'ai bien expliqué, entre parenthèses, que si on parle des objectifs fixés par l'enseignant, c'est évidemment pour vérifier comment chemine l'élève. Si on veut évaluer le programme d'études, c'est évaluer comment est-ce que les élèves vont arriver à atteindre un certain objectif, et les référentiels de compétences, c'est qu'est-ce que l'on attend d'un élève à la fin d'une année scolaire ou à la fin des études, donc c'est-à-dire quoi, ce sont les attendus. Voilà un petit peu par rapport à quoi il faut situer son évaluation avant de l'imaginer, avant de la réaliser. Alors, on parle évidemment aujourd'hui d'évaluation continue, mais il existe bien des types différents d'évaluation. Tout d'abord, voilà, j'ai repris ici celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évaluation formative qui est la mesure du progrès en cours d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet et qu'elle devrait être évidemment individualisée. Et un point très important, c'est que c'est sans doute l'évaluation la plus utile à l'enseignant pour un petit peu calibrer la manière dont il va continuer à cheminer avec les élèves, mais aussi avec chacun d'entre eux. L'évaluation sommative, qui est une mesure plus de bilan, qui concerne la plupart du temps le groupe classe ou le groupe d'apprenants. Il y a l'évaluation certificative. En fait, les évaluations, ce qu'il y a de chouette dans leur qualificatif, c'est qu'elles comprennent leur définition en elles-mêmes. Donc la certificative, c'est bien évidemment celle qui permet l'octroi d'un diplôme, c'est la certification. Donc celle-là, elle concerne la plupart du temps toute une cohorte d'élèves, puisque ce sont les évaluations genre type CEB, TES, CE 1D. Voilà, et donc ça, ce sont des évaluations qui, la plupart du temps, maintenant, sont externes et donc développées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, il y a les évaluations externes non certificatives, qui, elles, ont plus comme objectif de mesurer le niveau d'apprentissage des élèves, donc de toute une cohorte, c'est-à-dire de toute une année d'études, quelles que soient les écoles, les réseaux d'enseignement, etc. On met là-dedans, évidemment, les évaluations externes organisées, développées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également PISA, PEARLS, voilà, toutes les évaluations aussi sur le plan international. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu en parler en termes d'outils. Il y a évidemment plusieurs outils d'évaluation, plusieurs supports d'évaluation. On a parlé tout à l'heure de la difficulté de passer d'une évaluation classique, papier-crayon, ou l'oralisation, les examens oraux, à du numérique. Il y a l'évaluation active aussi, qui se fait dans certaines filières, bien sûr, et qui met les élèves ou les apprenants en situation. Et là, c'est plutôt l'évaluation globale de l'élève. Et enfin, il y a le numérique, depuis quelques années maintenant, mais qui n'est toujours pas extrêmement présent dans tout et partout et dans tous les niveaux d'enseignement. Le numérique, où là, si pas tout est possible, beaucoup de choses sont possibles. Alors, un autre sujet que je voulais un petit peu pointer, c'est la note. La note, donc les points, la cote. Donc, ces fameux chiffres. Et donc, cette note qui est en fait une notion en perpétuel questionnement, je ne vous apprendrai rien. Est-ce qu'il vaut mieux des appréciations globales? Est-ce qu'il vaut mieux une note précise? Et donc, la note, elle est censée mesurer soit l'acquis, donc qu'est-ce que l'élève sait faire, soit, pour d'autres, l'écart par rapport à un objectif. Et donc là, la situation idéale, c'est de maîtriser ceci. Eh bien, quel est l'écart qui te distancie encore de cette maîtrise? Alors, c'est aussi, ça l'est d'ailleurs, c'est un leurre, puisque l'évaluation, c'est réducteur. Voilà, donc ça, il faut en être vraiment conscient. Je le disais tout à l'heure dans mon propre commentaire, c'est le point suivant, la réussite, la note atteste d'une réussite ou pas. Et donc, la réussite à une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est un peu du court-termisme. Donc, il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants, d'apprenants qui réussissent une épreuve, mais qui n'ont pas forcément véritablement acquis
les apprentissages et les compétences et savoirs sous-jacents à l'épreuve. Donc c'est ça tout à l'heure que je voulais dire par l'ingénierie. Donc ça, il faut en être évidemment conscient. Alors, pour qu'une évaluation soit bien comprise entre l'enseignant, l'élève, le formateur et l'apprenant, il faut véritablement passer un contrat pour que du côté de l'élève ou de l'apprenant, il ait compris les codes employés dans la filière où il est, dans l'école où il est, dans le cours où il est. Parce que effectivement, être évalué, ça s'apprend. Être évalué, véritablement, ça s'apprend et c'est un apprentissage d'ailleurs qui est capital parce que tout au long de la vie, ça va venir rechercher l'individu. Voilà, par rapport à tout ce qu'il aura vécu à l'école. Donc, ça signifie que idéalement, les enseignants doivent être très clairs par rapport aux règles, aux attendus qu'ils ont vis-à-vis de leurs élèves, expliquer et discuter avec les élèves de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ce contrat soit rempli. Alors, j'ai mis en parenthèse là la définition du burn-out. Là, c'est évidemment plutôt pour les adultes, mais c'est parce que ça vient souvent de là. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, quand les objectifs à atteindre sont flous ou pas assez précis, eh bien, ils ont l'impression qu'ils doivent en faire toujours plus. Et donc, en fait, c'est comme si l'évaluation leur renvoyait une information, mais comme ils n'ont jamais le maximum, entre guillemets, eh bien, c'est voilà, la course vraiment à plus, mais on ne sait pas jusqu'où on doit aller, en fait. Donc, ce contrat, quand il n'est pas clair, il induit vraiment un véritable malaise. Et donc, chez certains enfants, quand les premières évaluations comme ça sont des actes un peu compliqués, qu'ils n'ont pas compris et donc ils ont parfois aussi des mauvais résultats, eh bien c'est quelque chose, c'est vraiment un gros sac à dos qu'ils portent avec beaucoup de cailloux comme ça tout au long de leur parcours scolaire et c'est assez compliqué à gérer. Alors ce contrat, ça doit aussi comprendre la place de l'erreur. Donc vraiment, quand on évalue quelqu'un, on doit avoir la déontologie de pouvoir lui dire si tu trébuches, donc si tu fais une erreur, ce n'est pas une sanction. J'ai entendu quelqu'un le dire aussi tout à l'heure. Donc véritablement, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Il n'y a personne qui, en apprenant quelque chose qu'il ne savait pas quelques jours, quelques semaines ou quelques années avant, il n'y a personne qui apprend sans se tromper. C'est tout à fait irréaliste. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et donc on est dans une culture où on ne laisse pas de place à l'erreur et pire que cela, on stigmatise l'erreur, la personne qui commet l'erreur, qui se trébuche, qui tombe. Voilà. Or, c'est éminemment éducatif parce que ça apprend quoi? Ça apprend à rebondir, ça apprend à se dépasser, ça apprend à se dire voilà, j'ai une marge de progrès, j'ai fait des progrès. Donc il y a autant de compétences là-dessous qui sont vraiment capitales quand on encadre des jeunes en construction. Voilà, donc c'est vraiment pour dire à quel point l'évaluation et ce qu'on en fait peuvent être vraiment porteuses quand elles sont, quand tous ces ressorts sont bien utilisés. Alors, je voulais aussi aborder un peu j'en ai déjà un peu parlé d'ailleurs, c'est les limites de l'évaluation. Donc, comme je le disais, c'est forcément un acte réducteur, voire frustrant. Pourquoi? Parce qu'on va cibler des choses, on va cibler un périmètre, on va cibler via certaines questions, certaines parties de matière, et il y a une perte par rapport à ce que savent exactement les personnes évaluées, et voilà, entre ce qu'elles savent et ce qui est retranscrit ou répondu, eh bien, il y a d'office une perte. Sauf évidemment quand on est dans des évaluations extrêmement rationnelles, genre des listes de calcul et autres, évidemment, quand tout est bon, il y a 100%, ça, voilà, il y a pas de... Mais quand il y a des questions ouvertes, quand il y a voilà, toute une autre série de questionnements, il y a vraiment une perte. Et alors c'est frustrant, mais c'est frustrant pour les enseignants, mais c'est frustrant aussi pour les élèves, parce que parfois, même simplement l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait une évaluation, ou si on n'est pas bien, si on n'a pas bien dormi, ou si on était trop stressé, évidemment,
on n'a pas pu faire montre de toutes ses connaissances. Et voilà. Donc c'est pour dire aussi que l'évaluation, il faut la prendre avec ses forces et ses faiblesses, avec ses défauts et ses qualités, et ne pas faire d'une évaluation véritablement le Graal, parce qu'il va falloir en faire d'autres, il va falloir faire d'autres types d'évaluations pour venir un petit peu croiser toutes les informations. Alors, on va tout doucement arriver vers la fin en reciblant un peu plus l'évaluation formative, puisque c'est votre sujet du jour. Et donc, elle est véritablement une clé de la réussite pour les élèves et les apprenants. Parce qu'elle permet, et c'est vrai que je vais revenir avec ce terme-là qui est le cheminement, elle permet véritablement la politique des petits pas dans l'apprentissage. Des petits pas assurés, assurés pourquoi? Parce qu'on va évaluer évidemment chaque pas qui aura été fait, et ça va véritablement assurer l'apprenant pour continuer, pour poursuivre son cheminement. C'est véritablement une mesure du progrès, et en ça c'est véritablement intéressant parce que ça permet à l'enseignant de s'assurer que l'élève avance, et ça permet à l'élève d'être motivé puisqu'il voit qu'il progresse. Alors ça permet d'identifier des blocages et d'y remédier immédiatement. Parce que quand on attend trop longtemps aussi, et ça je pense que c'est une des questions qui serait peut-être intéressant d'aborder ensemble, c'est la fréquence de l'évaluation formative. Moi je ne l'ai pas abordé ici, mais je pense qu'entre professionnels de première ligne, c'est vraiment une question importante. C'est à quelle fréquence doit-on faire ces évaluations? Donc mesure de progrès, identification des blocages, remédiation immédiate, ce ne sont que des avantages. Et chez l'élève, évidemment, ça va développer sa confiance. Le circuit de récompense positive, en se disant, voilà, c'est des petites évaluations, mais je vois que j'avance. Et donc, on est fait comme ça. Hein. L'évaluation, les bons points, les bonnes notes, les bonnes appréciations, c'est évidemment le circuit de récompense qui va véritablement construire la confiance, redonner de la motivation aussi à ceux qui sont plus en souci. Ça va permettre aux élèves de développer la métacognition, donc c'est-à-dire se rendre compte de comment il apprend, là où il est plus faible intellectuellement ou cognitivement, ça dépend un peu comment on aborde les choses, et ça va petit à petit inscrire en lui cette fameuse auto-évaluation, parce que ce sont des notions d'évaluation qui sont plus proches de lui, en fait, et donc il va pouvoir s'apprécier un peu plus facilement. Donc il va se rendre compte qu'il apprend effectivement et comment il apprend, et mieux sentir s'il maîtrise ou pas, ou moins bien les choses. Alors, maintenant, passons aux atouts du numérique pour l'évaluation formative. Je dirais que par rapport à votre formation, c'est encore plus ce qui vous intéresse. Eh bien, parce que avec certains outils numériques qui sont dédiés à l'évaluation, eh bien, vous pouvez procéder à une véritable individualisation de ces évaluations formatives. C'est un véritable gain de temps, hein, ça je ne vous apprends rien, vous êtes totalement immergé dans ces supports et dans ces outils. Ça permet de caténer et de conserver des précieuses informations, de les agréger. Donc ça signifie aussi que vous pouvez véritablement suivre la progression ou pas de vos élèves et de vos formés, et de consigner ces résultats, d'en faire des statistiques positives. Hein. Donc ça signifie voir par rapport à votre groupe classe un petit peu aussi comment vous pouvez adapter vos actions pédagogiques. Donc là derrière, il y a évidemment de la différenciation. Ça facilite aussi les corrections, hein. Ça je ne vous apprends rien. Et donc voilà, donc beaucoup d'avantages. Alors pour terminer, quelques points d'attention. Ne pas perdre de vue ce fameux travail sur l'erreur, bien souligner ce qui est déjà acquis et focaliser alors ensuite son action pédagogique sur les points problématiques. Ça vous permet d'être beaucoup plus chirurgicaux dans votre manière de séquencer les apprentissages et le cheminement que vous avez à faire avec vos élèves. Toujours avoir à l'esprit bien sûr que l'erreur est une information et pas une sanction. Ça, c'est véritablement important pour l'élève parce qu'effectivement, cette évaluation va lui donner de l'information et pas simplement une note ou une appréciation. Mais bien entendu, il faut alors exploiter cette information avec l'élève et s'assurer qu'il a compris ses erreurs.
Sinon, on va patiner, l'élève va patiner, va se démobiliser, va se démotiver. Et cette évaluation n'aura pas servi à grand-chose. Alors, aussi sensibiliser et être sensibilisé en tant que professionnel à la réaction émotionnelle des notes. Je le disais tout à l'heure, on a tous un vécu personnel par rapport à ce que l'évaluation a provoqué chez nous, si elle s'est bien passée, si elle ne s'est pas bien passée, et aussi au sein des familles. On le sait, avoir des bonnes notes ou réussir dans la vie sont deux choses différentes, mais il n'en demeure pas moins que dans certaines familles, quand quand un enfant revient avec des mauvaises notes, la famille aussi a une représentation de ce que signifient les notes, les mauvaises notes et les bonnes notes. Et donc, bien se dire que parfois, ces notes, surtout les mauvaises notes, vont avoir des conséquences à la maison. Et donc, doit s'instaurer aussi un dialogue avec les familles. Donc, vraiment expliquer la place de l'évaluation dans votre action pédagogique. Et je pense que ça doit aller jusqu'aux parents. Bien sûr, éviter l'évaluation pour l'évaluation. Il y a une véritable inflation de l'évaluation. Il y a trop de moments d'évaluation. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de la fréquence. Donc, vraiment, il faut bien la jauger par rapport à certaines séquences d'enseignement. Je vous avoue qu'ici, avec la réforme des rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a vraiment une réflexion au niveau des équipes pédagogiques sur comment utiliser à bon escient ces 7 semaines ou 8 semaines de cours entre des périodes de repos. Et donc, ça remet vraiment cette question au centre de l'action pédagogique de l'équipe, et je trouve que c'est une bonne chose. Mais donc, éviter l'évaluation pour l'évaluation. On évalue quand c'est nécessaire. Alors, privilégier les progrès, bien sûr. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais j'aime quand même bien le rappeler. Privilégier les progrès à la comparaison entre élèves. Parce que voilà, l'évaluation ne sert qu'à l'élève qu'on évalue finalement. L'évaluation du groupe classe vous sert évidemment à savoir où en sont vos élèves et donc le groupe classe, mais l'évaluation continue, elle, sert véritablement à évaluer les progrès de l'élève. Et puis par ailleurs, en termes de progrès, plutôt que la comparaison entre élèves, parce que les élèves vont essayer de savoir ce que les autres ont comme cote, c'est que ça développe évidemment l'empathie et contrairement à certains qui se réjouissent parfois de l'échec d'autrui. Donc c'est aussi une éducation, je vais dire un peu citoyenne, que de se positionner de manière neutre et constructive par rapport à l'évaluation. Enfin, privilégier l'évaluation détaillée des compétences à la note globale. Ça, c'est un des atouts aussi et une des forces de l'évaluation continue. Ça permet de fixer un véritable cadre pour des objectifs plus précis et concrets pour l'élève, et donc aussi de voir clair dans tout ce qu'il a à absorber comme connaissances et compétences. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va le porter en fait dans tout son chemin et ses apprentissages. Et alors évidemment, une question qui demeure aussi, c'est la place des appréciations face à la dictature des notes chiffrées. C'est un sujet qui revient souvent sur la table. On n'est pas certain qu'il y ait une voie qui soit meilleure que l'autre. En tout cas, il y a certainement à privilégier malgré tout les appréciations pour les plus petits. Voilà, on va dire vraiment ça. Tout ce qui est enseignement maternel et autres, il est hors de question d'utiliser des chiffres à tout va. C'est évidemment trop froid, c'est trop déshumanisé. Et tout de suite, ça peut faire peur à certains parents en tout début de scolarité. Donc, il faut vraiment bannir ça dans les toutes premières années d'enseignement. Et alors, mon dernier slide. Voilà. Donc, pour terminer, simplement vous dire que l'évaluation continue est effectivement bien reprise dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, ce fameux tronc commun de 2 ans et demi à 15 ans comprend toute une série de choses. Et là, j'ai repris juste l'extrait de la place de l'évaluation dans le tronc commun et qui est véritablement dédicacé à l'évaluation formative, qui doit devenir l'évaluation et le type d'évaluation prédominant dans ce pacte, dans ce tronc commun, avec comme premier objectif celui d'identifier les besoins de remédiation et les possibilités de dépassement, et cela pour remédier le plus rapidement possible aux difficultés des élèves, puisque vous le savez certainement, dans ce pacte, il y a aussi la lutte contre le redoublement. Mais la lutte contre le redoublement, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas faire redoubler les élèves. Et sans évaluation continue, on ne sait rien mettre en place pour éviter le redoublement. Voilà.
Donc j'en termine, je pense que j'ai été assez longue et trop longue et je vous souhaite déjà un bon travail, mais je reste avec vous évidemment parce que ça m'intéresse très très fort. Et mon collègue expert de ce soir m'intéresse énormément aussi, donc voilà. Merci beaucoup Fanny pour cette intervention, c'était super intéressant. Eh bien, on va passer directement avec notre deuxième expert, Ludovic, qui va nous parler des badges. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous pour ceux qui n'étaient pas là au tout début. Et donc, merci Fanny pour d'avoir brossé finalement un grand cadre autour de l'évaluation et de ses différentes formes, puisqu'effectivement, les différentes formes que peuvent prendre l'évaluation sont souvent, c'était marqué d'ailleurs dans le chat, hein, confondues, on leur fait jouer des rôles qui ne sont pas forcément les leurs. Et bien, dans le choix des outils pour pouvoir instrumenter, aller choisir réellement des outils qui vont finalement nous permettre de faire de l'évaluation. Et donc, quand je parle d'outils, je parle d'outils ici, dans ce cas-ci numérique. Bien, il y a toute une série de choses auxquelles il va falloir faire attention et toute une série de dimensions qui sont en fait portées par les outils, mais qui ne sont pas forcément toujours perçues directement. Alors, par exemple, j'ai identifié et je vais partager avec vous 3 clés qui permettent de choisir des outils. Tout d'abord, finalement, c'est quoi évaluer dans la plupart des cas? C'est récolter de l'information. Récolter de l'information, c'est une information sur ce que fait l'élève, ce que fait l'apprenant, ce qu'il est capable de faire, en combien de temps, en combien d'éléments. Toutes ces traces, en réalité, avec les outils numériques, elles sont beaucoup plus simples à collecter et permettent parfois de faire de l'évaluation continue ou de l'évaluation formative sans formellement le dire, sans formellement toujours le vouloir. Et donc, on a un exemple assez flagrant qui est celui de toutes les plateformes de type LMS, donc les Learning Management Systems, les plus connus, Moodle, avec sa déclinaison dans l'enseignement obligatoire, avec la plateforme API, qui est mise à disposition pour les établissements scolaires. Vous avez aussi des Caroline Connect, par exemple. Eh bien, toutes ces plateformes permettent d'avoir un certain nombre de traces laissées par les élèves, par les apprenants, sur les ressources que vous mettez à disposition, les exercices que vous mettez probablement aussi à disposition quand il y en a, ou des interactions, par exemple, entre les membres d'un groupe sur un forum. Tous ces éléments permettent d'avoir des traces sur les différents outils. Et donc, ces traces vont nous permettre de faire de l'évaluation. Ces traces, elles sont accessibles beaucoup plus facilement avec des outils numériques. Parce que ces traces, on les récolte de façon systématique, de façon automatique et sans forcément un effort de la part de l'enseignant. Sans outils numériques, une façon de récolter de l'information, c'est d'interroger les élèves. Et donc d'aller, par exemple, produire des questionnaires ou de faire des interrogations orales ou de relever des exercices et de les corriger. Bref, ça demande un vrai temps. Et donc, on a un temps qui est un temps, alors du coup, vraiment long, consacré du côté de l'enseignant à l'évaluation. Parce que toute évaluation va lui demander un traitement d'information. Et ce traitement de l'information, il va prendre du temps. Alors, je vais partager avec vous, on reviendra sur les clés un peu plus tard, un certain nombre d'outils qui peuvent instrumenter, aider à récolter cette information et à la traiter de façon plus ou moins automatique. Alors, pour tout ce qui concerne l'évaluation formative, c'est-à-dire l'évaluation qui a bien lieu en cours d'apprentissage, c'est le moment où, tant du côté de l'enseignant que du côté des apprenants, on a besoin de savoir un peu où on en est par rapport à l'objectif, eh bien, on va pouvoir avoir des outils qui permettent de faire ça de façon relativement automatisée. Alors, ce sont des applications qui reposent, pour la plupart, sur des savoirs qui sont finis. Donc, des connaissances, des savoirs où la réponse est définie, est assez discrète finalement. Hein. Soit c'est du calculatoire et c'est facile, et c'est de l'application, soit ce sont des mots ou des concepts où il faut choisir avec un certain nombre de réponses et il y a d'office une ou deux réponses ou plusieurs réponses qui sont prédéfinies comme étant correctes. Et donc, on va avoir dans cette catégorie d'outils d'évaluation plutôt formative des outils essentiellement de type, par exemple, behavioriste, qui vont permettre de mettre un retour d'information assez rapide auprès de l'apprenant pour pouvoir lui dire « oui, c'est correct » ou « non, ta réponse n'est pas correcte ». Et donc, par exemple, dans ce type d'outils, on va retrouver des applications par exemple, comme Socrative, comme Plickers, ou, si on veut un côté un peu plus ludique, des Kahoot. Ce sont en fait toute une série d'outils qui vont, sur base de réponses finies, interroger l'élève sous forme de QCM ou de réponses courtes, vraiment très, très spécifiques.
Donc ça, c'est vraiment pour le premier aspect, c'est si on veut avoir de l'évaluation continue sur des savoirs, et là, le traitement, il se fait automatiquement, puisque c'est une réponse qui est prête ou finie, eh bien, systématiquement, l'outil informatique va pouvoir corriger et pouvoir remettre un certain nombre de bonnes ou de mauvaises réponses. On va aussi avoir, et c'est là l'intérêt de ces outils-là, accès à du feedback. Alors, en fonction de l'outil, on va avoir un feedback plus ou moins intéressant, côté apprenant ou côté de l'enseignant. Dans le feedback, on va avoir, par exemple, c'est une bonne ou c'est une mauvaise réponse, mais sans correction. Là, en termes d'avantages pour l'apprenant, on va être assez limité. Et puis, on peut avoir des outils qui permettent d'avoir un feedback plus ou moins important avec un traitement de l'erreur et qui vont vraiment permettre d'aller plus loin dans pourquoi est-ce que c'est faux. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir des plateformes, et là, on va entrer dans les autres types d'outils d'évaluation formative, qui sont en fait des outils qui permettent encore d'apprendre. Eh bien, on va avoir des outils qui vont permettre de qualifier ou de traiter l'erreur. En fonction du type d'erreur que l'apprenant va faire, on va lui donner un feedback différent, peut-être des indices pour pouvoir arriver à la réponse finale, ou en tout cas une correction peut-être avec des compléments, voire des préconisations de capsules vidéo ou de contenu à les lire pour s'améliorer sur le sujet. On arrive du coup dans tous les outils qu'on appelle constructivistes ou plutôt socio-constructivistes. Alors ici, j'en ai un en tête qui n'est pas dans la slide, mais c'est par exemple tout ce que propose la Khan Academy avec ses vidéos et ses petits quiz. Eh bien, en fonction de l'erreur que vous allez produire, vous allez avoir plus ou moins de questions sur le type d'erreur que vous faites. Et puis, on a aussi des outils de type Quizlet. Là, c'est jamais finalement qu'une version numérique de la fameuse carte papier avec la bonne réponse, la définition, et on retourne et on pioche jusqu'à quand on sait. Sauf que là, le principe, c'est que c'est automatisé. C'est automatisé, c'est des outils qui permettent de travailler la mémorisation court terme, de pouvoir aussi avoir, par des mécanismes de répétition, un entraînement et donc un apprentissage qui se fait de façon de plus en plus assistée. Mais surtout, on va pouvoir accéder à toute une autre dimension. Ce sont tout ce qu'on pourrait qualifier tout à l'heure d'apprentissage situationnel ou de vérification en contexte, qu'on est capable de mobiliser une série de savoirs, de savoir-faire, en mettant les apprenants dans des situations relativement contrôlées. Et donc là, c'est par exemple tous les simulateurs. Donc on va pouvoir simuler un environnement qui ressemble au réel et on va pouvoir faire en fait fonctionner l'apprenant. On peut par exemple lui faire une simulation de laboratoire de type chimique. On peut lui faire les manipulations en toute sécurité et avec un certain contrôle. Donc on peut par exemple voir dans certains simulateurs si l'apprenant sait bien suivre correctement un mode opératoire, s'il fait les opérations dans le bon ordre. On va pouvoir voir ses hésitations, on va pouvoir voir s'il s'est trompé. Et donc, on va pouvoir vraiment avoir une qualité d'information qui va être enregistrée et traitée pour pouvoir, par exemple, donner des retours à la fois à l'apprenant en lui disant, là, écoute, tu t'es trompé entre l'étape 3 et l'étape 4. Et puis, on va pouvoir aussi simuler ce qui se passerait réellement si l'action était menée jusqu'au bout. Et donc, peut-être que oui, s'il se trompe, le laboratoire prend feu. Là, on a une occasion avec le numérique de pouvoir le mettre dans une situation où on est dans un environnement contrôlé, mais on pourrait lui montrer jusqu'au bout, finalement, les conséquences de ce qu'il a en fait créé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plutôt évaluation formative. On avait également tout ce qui concerne l'évaluation sommative avec les validations d'acquis. On retombe de nouveau sur des outils qui permettent de faire de la vérification d'acquisition de savoir. C'est pratiquement les mêmes que ceux qui permettaient de faire de l'apprentissage. Donc, on est sur des quiz, par exemple, sur des tests Moodle. On est sur des QCM, typiquement Socrative, mais vous avez aussi, par exemple, Evalbox, qui n'est jamais qu'un générateur de QCM, qui peut faire aussi, d'ailleurs, des questionnaires à lecture optique, par exemple. Et puis, on peut aussi avoir des simulateurs un peu particuliers, où là, on a des types de questions et des questions un peu fermées. On a aussi des outils de collecte, de traces, de travaux, par exemple des outils de type devoir sur Moodle, ou des outils qui permettent d'analyser des erreurs, comme par exemple Walang, le portail qui permet d'apprendre les langues en région wallonne, et qui, par exemple, en fonction de tests de positionnement, en fonction de réponses, de la durée des réponses, va déterminer votre niveau d'apprentissage et va ensuite adapter la suite du cours à ce qui est votre niveau tel que conçu. On a également des outils qui permettent de faire du portfolio. Alors, il y a des outils spécialisés, je pense à Mahara notamment, qui permet de vraiment collecter des traces, mais OneNote peut être utilisé comme un outil qui permet de collecter des traces d'apprentissage, de pouvoir les partager, et donc de créer un portfolio. Alors, on a encore d'autres outils qui sont de ce type-là.
On a aussi des outils qui sont à la fois des outils d'apprentissage, mais qui peuvent pousser jusqu'au bout, être des outils qui permettent de certifier, voire d'attribuer des certifications officielles. Donc là, par exemple, je pense à la plateforme Pix, qui est une plateforme qui permet de tester ses compétences numériques. Dans un premier temps, c'est une plateforme d'auto-positionnement, d'auto-entraînement qui permet de faire finalement pour soi-même son auto-évaluation par rapport à des normes, par rapport à des niveaux à atteindre. Ça permet aussi de, en faisant le test, s'entraîner, mais la plateforme permet d'aller aussi beaucoup plus loin et d'aller, par exemple, jusqu'à de l'évaluation d'acquis, voire de la certification d'un niveau de compétence. Avec, là, dans cette plateforme-là, par exemple, pas mal de simulations où on place l'apprenant en situation réelle, où il doit mener l'action, où il doit mobiliser toute une série de savoirs et de savoir-faire. Donc, en gros, il est en train de faire des compétences et on teste vraiment s'il est capable de les réaliser ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai dressé rapidement un panel d'outils autour des 3 grands types d'évaluation. Et si on revient maintenant sur la première slide, là, on va pouvoir en fait se dire qu'il y a des clés pour choisir les outils, puisque ici, j'ai essayé de vous faire apparaître le fait que derrière chaque outil, derrière chaque concept, en réalité, se cachent des choix pédagogiques ou en tout cas une affiliation pédagogique particulière. Il y a des outils qui vont plutôt être sur des méthodes behavioristes, où on va faire de la répétition et de la méthode de récompense. On va avoir des outils qui sont plus de type constructiviste. On va avoir des outils plus de simulation. Et donc, il faut avoir conscience, quand on choisit un outil pour l'évaluation, de quelles sont les caractéristiques pédagogiques, de qu'est-ce qui se cache derrière le concept, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des concepteurs quand on a fait cet outil. Il y a un certain nombre de choix de valeurs ou d'orientations pédagogiques qui sont préexistantes dans l'outil. Deuxième clé, c'est de se positionner systématiquement sur la qualité du feedback qui est proposé par l'outil. Est-ce que du côté de l'apprenant, il y a un feedback suffisamment important pour qu'il puisse progresser et avoir de l'information sur sa réponse? Et du côté de l'enseignant, est-ce qu'il y a suffisamment d'analyse des traces pour pouvoir en tirer quelque chose en termes d'information pour l'apprentissage? Enfin, il ne faut pas oublier au niveau de ces outils de bien se questionner sur l'ergonomie et sur le niveau de compétences numériques que requiert l'usage de l'outil. Parfois, lorsque l'on utilise certains outils numériques, on n'évalue pas le savoir, la compétence ou le savoir-faire que l'on vise, mais on évalue en priorité la capacité de l'élève à avoir un certain nombre de compétences numériques. Exemple, les dernières campagnes d'épreuves PISA pour les sciences, on est passé de questionnaires papier à des questionnaires sur écran, avec incapacité de revenir en arrière sur une question, avec des chronos pour certaines questions, ce qui est totalement différent d'une passation papier où on pouvait revenir en arrière et où il n'y a pas de chrono. Mathématiquement, physiquement, ce n'est pas la même chose. Et donc, toujours bien se positionner, se poser la question de est-ce que l'outil que je mobilise ne va pas me donner une information erronée sur le niveau de compétence ou le niveau de savoir que je vise, mais va juste me donner un niveau de compétence numérique de l'apprenant ne sait pas utiliser correctement une souris et un clavier. Donc ça, c'est les 3 clés importantes dans ce cas-ci. Et puis, on en arrive à la valorisation, gratification. Et ça, Fanny en a parlé un petit peu, effectivement. Hein, comment est-ce que l'on donne le feedback à l'apprenant? Alors, ça peut être par des commentaires. Et puis, comment est-ce qu'on utilise un code pour donner une information claire et précise? Eh bien, là, on a plusieurs pistes, on a plusieurs exemples qui sont possibles. C'est effectivement les points. C'est en général ce qui est le plus vite compris par tout le monde. Et ça ne nécessite pas forcément d'avoir une bonne culture scolaire pour comprendre que 10 sur 10, c'est le maximum, 0 sur 10, c'est le minimum. Et donc, pour les personnels et pour les membres de la communauté qui sont les plus éloignés de l'école, c'est parfois encore le code le plus simple que des acquis, pas acquis en voie d'acquisition. En voie d'acquisition, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Et là, ça demande déjà d'avoir une certaine culture, en tout cas de l'école, pour pouvoir comprendre ce type de message. Et puis, comment on peut récompenser un apprenant, en tout cas, comment on peut laisser une trace d'un apprentissage? Bien, au-delà de donner des points ou de donner des crédits acquis si on est dans l'enseignement supérieur, bien, on peut aussi décerner des badges. Et donc, ces badges, ça peut être une forme de gratification, une forme de reconnaissance d'un certain nombre de compétences qui ont été acquises ou d'un certain nombre de savoirs. Donc, 2 exemples tout simples. Hein. Par exemple, moi, j'ai eu un cas où, dans le cadre d'un cours de chimie en secondaire, bien, les apprenants, les élèves, étaient gratifiés après avoir réalisé 5 ou 6 questionnaires correctement, c'est-à-dire avec au moins la moitié des bonnes réponses, d'un badge qui dit tu as un travail régulier, tu travailles régulièrement. Et donc, c'est une façon de reconnaître aussi des dimensions du travail au-delà de leur donner des points.
Ça peut être aussi dans le cadre d'une formation, si on termine un MOOC, hein, par exemple, un MOOC sur la gestion de projet, à un moment donné, vous allez avoir ou un badge ou une attestation que vous pourrez afficher publiquement sur vos profils professionnels. Je pense à LinkedIn, par exemple, où vous pouvez dire, ben voilà, voici ma certification. Je n'ai pas un cours à l'UNIF, je n'ai pas un diplôme, mais j'ai une trace j'ai effectivement des apprentissages qui ont été menés jusqu'au bout, avec du coup une preuve, quelque chose que je peux opposer au tiers pour prouver mes apprentissages. Et donc l'intérêt, par exemple, d'un système de badge, ça va être de pouvoir garder des traces des apprentissages qui ont été réalisés et de pouvoir en faire preuve surtout. Et donc c'est faire preuve à un moment donné par un moyen qui est assez simple, assez ludique, parce qu'on peut faire des collections de badges. Hein, du coup, il y a un côté motivationnel aussi, par exemple, pour ce genre d'outils, qui est vraiment de se dire, ben voilà, j'ai acquis des nouvelles compétences, j'ai acquis de nouvelles connaissances. Ben voilà, le badge qui en atteste, qui a été officiellement délivré par un organisme, et c'est tout aussi valable que de me dire que j'ai obtenu 3 ECTS pour le cours de gestion de projet. Voilà une façon, par exemple, de montrer et de fonctionner sous cette forme-là. Et je pense qu'on peut arriver, du coup, effectivement, par des outils qui permettent de créer des badges personnalisés. Et donc, créer des badges, c'est assez facile, entre guillemets, puisque soit vous êtes sur une plateforme qui propose l'attribution de badges, et là, typiquement, hein, si on va chercher dans Moodle, eh bien, Moodle permet de décerner officiellement des badges à des apprenants en fonction de certaines... alors, soit automatiquement, en fonction d'un certain nombre d'achèvements ou de points ou de conditions qu'il faut recueillir pour avoir le badge obtenu, soit vous pouvez carrément les créer vous-même et les décerner. Alors, par exemple, OpenAI fait ce travail-là, justement, de pouvoir créer des badges et pouvoir être un organisme qui les met à disposition. Et puis, simplement, graphiquement, si vous voulez créer des badges, alors pour un usage qui est moins reconnu à l'extérieur et en tout cas qui va être plus centralisé, par exemple, dans une classe ou avec des groupes d'apprenants bien spécifiques, vous avez des logiciels d'édition graphique de type Canva, par exemple, qui permettent de faire ce genre de choses. Super, merci beaucoup Ludovic pour ton intervention. Si vous voulez, on peut revenir sur les commentaires qui se trouvent dans le chat. Je ne sais pas s'il y avait des questions, ce sont beaucoup d'affirmations, mais si vous voulez qu'on revienne dessus, n'hésitez surtout pas à lever la main. Camélia dit les preuves sont adaptées en fonction du public, je suppose. Il y a plusieurs modalités d'attribution pour ces badges. Tout à fait, ça dépend en fait le type de badge que l'on veut. Si on veut des badges en système interne, ce n'est jamais qu'un système qu'on peut mettre en place soi-même. Si c'est sur une plateforme institutionnelle qui existe déjà de type Moodle, on peut mettre des badges au niveau d'un cours et gérer les modes d'attribution que l'on souhaite. Si c'est par contre, on rentre dans une option où c'est beaucoup plus reconnaissance de type professionnel, là par contre, il y a des organismes spécifiques qui peuvent attribuer ces badges et qui en tout cas peuvent attribuer une reconnaissance formelle à ces badges. Je rappelle qu'à la base, les open badges ou les badges, c'est la fondation Mozilla qui était derrière cette idée et qui cherchait effectivement un système pour officiellement montrer certains apprentissages, reconnaître en tout cas certains apprentissages ou certains niveaux d'engagement. Et Anne dit le bulletin transformé en livre de compétences à coller. Ça, c'est vraiment une chouette idée. Je ne sais pas si tu veux réagir. Mais finalement, oui, mais c'est effectivement plus ou moins ça. Hein, on reprend le concept de badge et on se dit que pour atteindre le badge, par contre, il faut définir des seuils ou des indicateurs. Donc, on a quand même derrière le badge quelque chose qui est de l'ordre du positionnement par rapport à un niveau de maîtrise sur un objectif à atteindre. Donc ça, on n'y coupera jamais en fait. Hein. Donc, même si les notes, on ne les met pas, à un moment donné, on a besoin d'un système qui nous dit est-ce que par rapport à mon objectif d'apprentissage, c'est OK ou c'est pas OK. Et donc, on a toujours en fait cette estimation de la marge tolérable entre le réalisé et l'objectif. Super. Et alors, mes apprenants 15-20 ans m'ont dit qu'ils préféraient les étoiles aux chiffres, c'est plus joli.
Effectivement, et c'est très bien d'ailleurs que tu aies parlé des badges parce que je vais demander à notre ingénieur Rudy de s'occuper des slides. Tu peux passer à la suivante. Pour cette fameuse séance COP, nous vous avons préparé des badges que vous allez pouvoir collecter tout au long de votre aventure avec nous. Alors, dès à présent, vous pouvez déjà demander à obtenir le premier. Je participe à une table ronde sur l'utilisation des outils d'évaluation numérique. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'image et d'en faire la demande. Valériane se fera un plaisir de vous l'attribuer. Et au fur et à mesure que nous allons nous voir durant les séances, vous pourrez demander les autres badges. Il y en a 4 au total. Rudy, tu peux passer à la slide suivante. Et in fine, au terme de notre COP, vous pourrez demander le fameux « Je contribue » au livrable de la COP de la saison 3 et ainsi parfaire votre portfolio si vous faites partie de notre saison NUMEFA ou bien tout simplement avoir la satisfaction d'avoir pu contribuer à notre projet. Si vous avez des questions ou des commentaires à adresser à nos intervenants, n'hésitez surtout pas à lever la main ou à prendre la parole. C'est le moment, c'est l'instant. Pauline, peut-être je profite juste pour rappeler qu'il y a les badges et donc pour la prochaine session, venez comme vous êtes, mais venez aussi avec une idée d'outils d'évaluation que vous connaissez. Ce sera l'occasion d'échanger sur base de vos expériences et on a vraiment envie aussi de découvrir peut-être des outils que vous utilisez et d'enrichir nos pratiques tous ensemble. Super, merci beaucoup pour le rappel. Et je vois que Osman a une question. Oui, j'avais une petite question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Alors, j'étais en train de discuter avec un collègue parce qu'on est en train de mettre en place tout un projet numérique et on disait, enfin, je lui disais que ce serait bien qu'on mette un peu plus d'évaluation numérique et il m'a posé la question de, entre guillemets, la légalité de l'évaluation numérique par rapport à l'évaluation papier. Est-ce qu'elle a la même valeur ou pas? Et vu qu'on a des super intervenants, on me disait peut-être qu'ils ont une idée par rapport à ça. Moi, je ne m'étais pas posé la question, mais le collègue se posait la question de est-ce que ça a la même valeur qu'une évaluation qui serait classique, papier, archivé? Ça a strictement la même valeur, si ce n'est que vous avez effectivement l'archive qui doit être retenue, hein. Donc, si on fait une évaluation sur une plateforme avec des QCM et que, alors évidemment, il faut prendre en considération l'environnement dans lequel on le fait, hein. On a tous vécu, en tout cas pour l'enseignement supérieur, le confinement avec l'enseignement à distance et les examens à distance en ligne. Il faut être sûr et certain que la personne qui passe l'examen est bien la personne ou l'élève que vous voulez viser. Mais si on fait ça en interne, en salle informatique ou avec du matériel en mode bring your own device ou du matériel école numérique dans une école, il n'y a aucun problème. Pour autant qu'effectivement, et là je vois la petite remarque RGPD, on soit d'abord sur des outils qui sont effectivement bien conformes à la législation RGPD. Alors typiquement, si vous êtes sur une plateforme de type Moodle de votre établissement scolaire, c'est bon, parce que vous êtes effectivement dans le cadre d'une mission ou la plateforme API, vous êtes dans le cadre aussi de la mission normale d'exécution des choses. Et puis, c'est ne récolter que les données qui sont nécessaires, c'est-à-dire les résultats et une façon d'identifier votre apprenant. La seule chose, effectivement, c'est il faut juste garder les traces après, mais c'est tout aussi valable. D'ailleurs, petit spoil alerte, puisque Fanny l'indique aussi, c'est du ressort de la liberté pédagogique, mais c'est aussi, par exemple, des pistes qui sont très concrètement explorées pour la certification et l'évaluation des cours de type formation manuelle, technique, technologique et numérique, singulièrement pour le numérique, où on imagine bien que l'évaluation pourrait se faire, par exemple, sur une plateforme de type PIX. Ok, super, merci. Moi, je pourrais lui répondre. Super, un tout grand merci pour ta question Osman et pour ton intervention Ludovic. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait profiter du temps qu'il nous reste pour poser une question à nos experts ou intervenir peut-être? Personne? Ok, si vous voulez, alors on peut
On peut clôturer du coup la séance. Sachez juste que dans le chat et dans le PowerPoint, nous vous avons mis les ressources que nous avons employées. Donc si par exemple vous ne connaissiez pas le concept de Bitmoji, ce sont les avatars que nous avons utilisés tout au début de la séance. Vous pouvez regarder le site et créer votre propre avatar. C'est super fun à faire et je pense que ça plaira aux petits et grands en fonction de votre public. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou d'autres choses à ajouter concernant notre toute première séance. Merci. Bon, en tant que coordinateur avec Stéphanie, je remercie beaucoup les participants. Je remercie toute la team. Bravo à Sonia et à Pauline et à tout le monde. Super. Et à la prochaine fois. Et on vous rappelle que la séance numéro 2 se produira le 1er février et on vous attend avec impatience pour continuer et essayer de répondre à notre question sur l'évaluation continue. En tout cas, merci à tout le monde. En tout cas, c'était super. Merci à Eric et à Stéphanie pour les experts qui étaient vraiment super intéressants. C'était super productif. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à bientôt. Redire donc un grand merci aux intervenants. Et comme ça a été dit, la place de l'erreur, elle est là aussi. Donc, la fois prochaine, venez avec des outils. Même si vous avez envie de tester des outils que vous ne maîtrisez pas, c'est le moment, c'est l'occasion d'échanger ensemble. Il n'y a pas de bête question. On est là pour apprendre tous ensemble. Et donc, c'est important aussi de le souligner. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée. Une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci à Au tous. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.